Il y a plus de 7000 ans, des populations devenues sédentaires avec l'adoption de l'agriculture établissent leur village autour de l'arc alpin. Certains groupes construisent leurs maisons tout au bord des lacs, sur pilotis. Ce type d'habitat, appelé palafite, va se retrouver presque inchangé durant les 4 millénaires suivants. Les riverains des lacs ne créeront pas des cultures différentes de celles de leurs voisins établis à l'intérieur des terres. Mais ils vont, sans le vouloir, devenir des témoins essentiels de leur époque et nous léguer un patrimoine que l'on peut aujourd'hui dater avec une précision stupéfiante. La montée des eaux, suite à des fluctuations climatiques, a contraint ces lacustres à quitter leur village, dont les vestiges inondés ont ainsi été préservés jusqu'à nos jours. C'est un monde d'artisans habiles et ingénieux qui se révèle à nous, avec ses symboles et déjà des prémices d'écriture. Traces poignantes de la vie quotidienne, vanneries, coquilles de noisettes, miches de pain, chaussures. Des objets qui auraient totalement disparu s'ils ne s'étaient pas trouvés à proximité d'un lac ou d'un marais. Cause de ce miracle, l'eau, liquide ou gelée, qui préserve les matières organiques durant des millénaires. C'est en Italie du Nord que l'on a découvert les plus anciens vestiges palafitiques de la région alpine. Les forêts recouvraient une bonne part du territoire, mais les paysages que pouvaient admirer ces premiers lacustres ressemblaient déjà à ceux d'aujourd'hui, avec un climat et des espèces végétales assez comparables. On était pourtant 2700 ans avant la construction des pyramides de Gizeh. Siamo all'Isolino Virginia, sul lago di Varese. Il sito archéologico... Nous sommes sur l'Isolina Virginia, sur le lac de Varese. Le site archéologique qui a livré les dates les plus anciennes parmi les habitats palafitiques inscrits à l'UNESCO. L'Isolina Virginia a fourni des datations qui remontent à 5200 ans avant notre ère, soit le néolithique ancien. Tra i materiali che ci illustrano Parmi les matériaux qui illustrent la présence de l'homme sur cette île à une époque aussi ancienne, nous avons des objets en céramique, des vases à profil en S décorés de triangles avec des lignes incisées. Il y a aussi des poteries appelées vases à fruits, probablement destinées à contenir des liquides. L'établissement des premiers villages lacustres autour de l'arc alpin coïncide avec les débuts de l'agriculture en Europe. Jusqu'alors, des populations nomades de chasseurs-cueilleurs se déplaçaient constamment en fonction de la nourriture disponible dans la nature. Au cours de migrations successives, des peuples venus du Proche-Orient allaient apporter en Europe un changement total du mode de vie, avec l'élevage, la culture des champs et, en conséquence, la sédentarisation. Des traces de ces premières récoltes nous sont parvenues. Des grains d'orge datant de 7200 ans ont été trouvés par milliers au sud de Montélimar. La proximité des points d'eau allait attirer tout naturellement
les nouveaux habitants des régions alpines. L'eau en suffisance permanente assurait la première nécessité. De plus, les rivages, formés de limons recouverts de sable, permettaient d'établir rapidement les bases d'un village sans avoir à défricher le sol. Bâties sur pilotis, les maisons étaient ainsi protégées des intempéries et des montées saisonnières ou exceptionnelles. Mais ces habitations, faites de murs en torchis, ne duraient guère qu'une vingtaine d'années, puis il fallait consolider ou refaire toute la construction. Les villages étaient formés en moyenne de quelques dizaines de maisons, abritant une famille chacune. Ils étaient généralement abandonnés au bout de 2 ou 3 générations, soit parce que le sol agricole s'était appauvri, soit parce que le site était devenu trop fréquemment inondé. Avec la montée du niveau des lacs, les vestiges de palafite ont été durablement inondés. Ils se sont effondrés et se sont retrouvés sous l'eau, où ils demeurent immergés aujourd'hui encore. Restes de pilotis, de palissades, déchets de la vie domestique, affleurent des sédiments depuis des millénaires. Étonnamment, 2 conditions extrêmes, apparemment opposées, permettent une sauvegarde des matières organiques. La sécheresse dans les sols des déserts empêche la prolifération de micro-organismes. Exemple, cette momie égyptienne de faucon qui nous est parvenue entière avec ses bandelettes de lin. L'eau, de son côté, maintient l'humidité contenue dans les matières organiques et le manque d'oxygène les met à l'abri d'attaques microbiennes. Ici, une boîte en écorce trouvée au fond du Léman dans un site palaffitique. Mais les vagues et les fluctuations de niveau des eaux provoquent une lente érosion, et c'est donc sous les sédiments que les objets trouvent leur meilleure protection. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, aucun livre d'histoire ne mentionnait ces anciens habitats lacustres. Des enfants vont être à l'origine de la découverte. Alors on se situe en janvier 1854, c'est un hiver extrêmement sec, le niveau du lac de Zurich baisse. Et en fait, à cette occasion, les enfants vont se promener sur les rives exondées et ils vont découvrir des quantités de pieux qui sont amassés sur les rives du lac. Et dans ces pieux, parmi ces pieux, une couche très sombre, noirâtre, dans laquelle on trouve des quantités d'objets tout à fait étranges. Alors il y a là-dedans du bois de serre, il y a du silex, il y a des quantités d'ossements. Et en fait, ils vont amener ça, par l'intermédiaire de leur instituteur, à Ferdinand Keller, qui est le président de la Société des antiquaires de Zurich, un savant qui est reconnu partout en Suisse, à l'étranger même, et quelqu'un qui va en fait identifier dans ces vieilleries et ces vieilles choses des antiquités qui permettent de raconter une histoire sur ce passé oublié de la mémoire humaine. La densité des pilotis découverts va mettre les chercheurs sur une fausse piste, ainsi que le montre cette maquette réalisée en 1870. On imagine alors que ces hommes de la préhistoire construisaient au-dessus de l'eau de vastes plateformes en bois sur lesquelles ils édifiaient leurs maisons. L'interprétation a été suivie d'un engouement populaire immense que l'idéologie patriotique allait vite exploiter. Pour les Suisses du XIXe siècle, divisés par leurs conflits religieux et linguistiques, il y avait dans cette vision les symboles d'un idéal commun. Les ancêtres lacustres étaient censés avoir construit une plateforme collective, image de solidarité, au-dessus du remous des vagues et loin des rives, se protégeant ainsi de leurs ennemis. Mais le mythe des lacustres, célébré par des artistes comme Albert Anker, ne durera pas. En fait, on découvre dans la seconde moitié du XXe siècle que les maisons étaient construites sur pilotis, mais individuellement et sur les rivages. On découvre aussi que ces habitats, appelés désormais palaffites, un nom d'origine italienne signifiant pieux plantés, sont distribués tout autour de l'arc alpin.
non seulement en Suisse, mais aussi en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Slovénie. Les sites les plus représentatifs de ces pays sont aujourd'hui inscrits à l'UNESCO. Des vestiges de palafite ont été identifiés dans tous les grands lacs suisses, mais des zones de marais ont aussi accueilli ce type d'habitat. Les forêts étaient partiellement défrichées pour l'aménagement de champs et de pâturages. On y élevait des chèvres, des moutons, descendants d'espèces sauvages comme la chèvre à Bezoar, que l'on trouve aujourd'hui encore en Asie centrale. Le bétail comprenait aussi des vaches de petite taille, des porcs et, plus rarement, des chevaux. Les moissons se faisaient à l'aide de faucilles, dont la tranchante lame de pierre était fixée au manche, puis maintenue avec de la colle d'écorce de bouleau. Certains de ces outils agricoles, comme celui-ci provenant de Fiave, en Italie du Nord, ont été retrouvés intacts. Des restes d'habits et même de chapeaux de paille coniques ont également été découverts, restituant ainsi la vision d'une journée de moisson au temps des palafites. Les plantes cultivées, c'est la base nutritionnelle de ces populations. Donc, on a principalement des céréales. Donc ça, c'est vraiment la base qu'on trouve sur tous les sites, que ce soit des sites de plaine que des sites d'altitude, dans la région alpine. Et on a également des légumineuses. Alors, les céréales, ce qu'on cultivait à l'époque, c'était du blé et de l'orge. Donc, on a plusieurs espèces de blé, mais avec ces blés et cette orge, on faisait du pain, on faisait des bouillies, on faisait des galettes, on en faisait de la farine. On les consommait probablement quotidiennement. Ce pain, vieux de 5500 ans, a été découvert à Douane, au bord du lac de Bienne. Il avait été calciné, peut-être lors d'un incendie du village, ce qui a eu pour effet de le conserver durablement dès lors que le site a ensuite été immergé. Et puis, on mangeait également des légumineuses. Donc là, dans nos régions, on a surtout du pois et plus rarement de la lentille. Donc, ça forme, c'est très complémentaire avec les céréales. Ça fait de l'amidon et des protéines. Et ça, c'est la base de leur alimentation. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier, même si on a c'est des populations agricoles, des agriculteurs, que c'est des gens qui pratiquent encore énormément la cueillette. Et alors, à l'époque, il fallait s'imaginer que le paysage que vous trouvez autour de vous... ce n'était pratiquement que des forêts. Et évidemment, les forêts, c'était un trésor pour se fournir tout un tas de plantes sauvages comestibles, comme des pommes, des poires, des cynorrhodons, du sureau, des prunelles, des fraises des bois, des framboises. Donc énormément de plantes qu'on consomme encore aujourd'hui, qui sont très courantes et qu'on retrouve en très grande quantité sur les sites archéologiques et notamment les sites lacustres. Cette poire sauvage calcinée provient d'un site néolithique de Soetslatigen, au lac de Bienne. On a aussi retrouvé des faisselles pour la confection du fromage qui, avec le lait et la viande, complétaient les repas ordinaires. En 2020, lors d'un sondage archéologique à Genève, on a trouvé cet os de cheval, vieux de 5000 ans, très probablement les restes d'un repas. Les marques des découpes de viande sont encore visibles. Une grande diversité d'outillages servait aux besoins domestiques. C'est avec l'ère de la nouvelle pierre,
ainsi que signifie le mot néolithique, que les villages littoraux des régions alpines sont apparus il y a 7000 ans. La pierre constituait en effet la matière primordiale dans laquelle étaient taillées presque toutes les lames. C'est parfois dans le lit des rivières qu'on allait s'approvisionner en galets, telles les roches vertes, dont on faisait ensuite des haches et des marteaux. On polissait la pierre pour réaliser le tranchant de la lame. Le silex, qui se prêtait particulièrement bien à la fabrication de couteaux ou de pointes de flèches, était souvent acheminé de loin. On connaît par exemple les gisements du Grand Pressigny, dans l'ouest de la France, distant de l'arc alpin de 700 km. Le silex est une roche silicieuse, homogène, qui, comme le verre, peut devenir très tranchant. Les artisans partaient de morceaux bruts, les rognons, qu'ils taillaient par percussion ou par pression. On mesure aujourd'hui toute la difficulté et l'habileté nécessaires à la confection de ces outils. Il fallait en effet préparer un plan de frappe très précis pour positionner le point d'impact et dégager la lame voulue à l'aide d'un coup de percuteur, souvent en bois de serre. Il fallait ensuite faire de nombreuses retouches pour rendre la lame plus résistante. L'esthétique pouvait aussi jouer un rôle dans la taille des objets. Ce poignard, trouvé dans le lac de Bienne et datant de 2650 avant notre ère, est finement ciselé sur toute sa surface. À la fin de la période néolithique, une autre matière pouvait entrer dans la fabrication des parures et des outils, le cuivre, que l'on savait déjà fondre et travailler. Cette céramique est vieille de 5700 ans. Elle a été trouvée sur cette île du Nussbaumersee dans le canton de Thurgovie au cours des années 1990. C'est un creuset qui est utilisé pour fondre des objets en cuivre dans des moules et c'est donc l'une des premières preuves de la métallurgie en Suisse. La céramique, abondamment retrouvée sur les sites des palafites, atteste de son utilisation courante dès les premiers mois de la vie. Ce biberon en est un exemple. Les fouilles archéologiques suggèrent que chaque famille fabriquait pour elle-même les ustensiles dont elle avait besoin. L'argile est abondante dans les régions alpines et il était facile de la récolter dans le sol. L'argile peut ainsi être modelée avant d'être cuite à plus de 800 degrés pour devenir solide et imperméable, ce qui en fait de la céramique. Avec la maîtrise du feu, déjà depuis le paléolithique, la cuisson a fait partie du quotidien, aussi bien pour la nourriture que pour la céramique. La fabrication d'une poterie commençait par le modelage du fond. On formait ensuite des colombins que l'on superposait pour façonner la panse du pot. Avant la cuisson, il fallait encore lisser et polir la pièce d'argile. La céramique trouvée autour de l'arc alpin est un des éléments clés permettant de distinguer les régions et les périodes. Le sud-ouest est d'influence méditerranéenne, un style qui s'est transmis par la vallée du Rhône et les Alpes italiennes. On la reconnaît entre autres par ses poteries à profil en S, comme cette marmite ayant servi à la cuisson des aliments. Le nord-est de l'arc alpin est, lui, marqué par des cultures d'origine danubienne, et les décors modelés ou incisés
y sont plus fréquents. Ici, un cordon d'argile a été appliqué sous le bord. Pour des motifs purement esthétiques, l'artisan a dessiné des ondulations par la pression de son doigt. On rencontre des poteries à motif de cordelette. Une cordelette était ainsi pressée autour du pot en cours de modelage et y laissait son empreinte. On peut reconstituer les gestes techniques des artisans de la préhistoire, mais il y a un autre élément qui va contribuer, on va dire massivement, à la popularité de cette préhistoire lacustre suisse, c'est, on va dire, le côté extraordinairement banal de ces découvertes. Si on trouve une pelote de fil ou une petite réserve de noisettes ou des pommes séchées qui datent d'il y a 3000, 4000, 5000 ans, ça a quelque chose, on va dire, de très touchant, de très émouvant. Une pelote de fil, ça parle à chacun d'entre nous. Et c'est ça qui va rendre ces stations lacustres si populaires, c'est que chacun arrive très facilement à s'identifier à ses ancêtres qui, finalement, partagent des quantités de choses de notre quotidien à nous aujourd'hui. Cette pelote de lin, retrouvée au lac de Morat, a un fil très fin, d'à peine 0,3 de millimètre. Des objets remarquables, dont plusieurs en bois, ont été découverts à Fiave, au nord de l'Italie, dans un site particulièrement bien préservé. Ici, les villages de Palafite ont non seulement été immergés avec la montée des eaux, mais une tourbe s'est accumulée, recouvrant et protégeant davantage encore les vestiges. Les objets en bois étaient souvent travaillés à partir d'une forme préexistante de l'arbre. Une protubérance d'un tronc pouvait devenir une tasse. Cet instrument servait probablement à battre la crème pour faire du beurre. On allait en forêt chercher la cime d'un petit sapin présentant naturellement ses branches rayonnantes et on les taillait ensuite. Scavando nei livelli archeologici, oltre alle tazze, alle ceramiche, agli oggetti di uso quotidiano. Lors de la fouille des niveaux archéologiques, en plus des tasses, des céramiques, des objets d'usage quotidien, nous pouvons même reconnaître des feuilles, des graines non carbonisées. Et donc, il est possible, par exemple, d'établir que de l'automne à l'hiver, les chèvres et les moutons étaient gardés dans la maison. On les nourrissait avec des branches qui, en automne, n'ont plus de feuilles, mais qui ont des pousses au début du printemps. Tout cela, on a pu le savoir grâce à l'étude des matières fécales des animaux. Les archéologues mettent parfois la main sur des pièces tellement bien conservées qu'ils les prennent d'abord pour des déchets contemporains. Surtout quand leur fabrication n'a pas changé depuis des millénaires. C'est le cas de ce fond de panier en osier conservé à Neuchâtel. C'est aussi grâce à la préservation par l'eau qu'on connaît les habits en fibres végétales portés par les populations dès le néolithique. Témoin, ce bonnet. Cultivés à proximité des villages, les champs ne servaient pas qu'à la nourriture. Le lin fournissait un abondant textile pour les filets de pêche et les vêtements. Des éléments de métier à tisser ont été découverts et on peut ainsi aisément reconstituer cette étonnante invention néolithique. Il y a celui-là, le dimanche, je peux le prendre. Il y en a un autre comme ça. Comme lors d'une enquête policière, c'est par la multiplication des indices que les archéologues consolident leurs hypothèses et parviennent ainsi à comprendre les modes d'habitat.
Au lac du Bourget, en France, l'archéologue Yves Billot et son équipe partent en plongée pour effectuer le relevé d'un village palaffitique. Le lac du Bourget se caractérise par une profondeur d'enfouissement des sites plus importante que sur les autres lacs, ce qui les met relativement à l'abri de la houle et de l'érosion. Et effectivement, nous avons en particulier pour l'âge du bronze des sites qui sont excellemment conservés. Bien qu'on n'ait jamais retrouvé de maison palaffitique complète dans les régions alpines, la disposition des très nombreux pilotis conservés sous l'eau permet de reconstituer l'architecture et l'agencement des villages. Les pilotis sur lesquels on construisait la base des maisons provenaient des forêts alentours. Le bois de chêne, par sa solidité, était l'un des plus utilisés. Il s'agissait de trouver un tronc aussi régulier et droit que possible. Le diamètre le plus recherché était d'une vingtaine de centimètres. Si l'arbre était gros, on fendait le tronc après l'abattage. L'extrémité du pieu était taillée en pointe pour pouvoir être enfoncée dans le sol. L'abattage se faisait durant la saison froide et les pilotis étaient plantés les semaines suivantes. C'est par des expérimentations successives que les archéologues parviennent à reproduire les gestes de ces anciens bâtisseurs. On y va ? Si les vestiges sont les premières sources de renseignements pour interpréter les activités des lacustres, l'ethnoarchéologie peut apporter d'utiles éléments de comparaison. Cette discipline consiste à étudier les pratiques de certains peuples contemporains et à les confronter aux observations faites lors des fouilles de sites anciens. À Bornéo, en particulier, les maisons construites sur pilotis, à proximité des points d'eau, nous éclairent sur des solutions architecturales et des adaptations qui pourraient être similaires à celles connues dans la préhistoire. Si l'agriculture et l'élevage prédominaient dans les villages littoraux, la chasse et la pêche complétaient les besoins en nourriture, comme le prouvent les pointes de flèches, les restes de filets ou cette pirogue retrouvée dans le lac de Neuchâtel. Elle a été taillée d'une pièce dans un tronc, une pratique encore actuelle, notamment au lac Malawi, en Afrique australe. Les vestiges de palaffites apparaissent souvent de manière fortuite à l'occasion d'un aménagement de plage, d'une construction ou de la pose de conduite. Depuis plus de 150 ans, on décrit, on cartographie les sites au fur et à mesure qu'on les repère, et en cas de nouveaux chantiers prévus sur ces lieux, on fait appel aux archéologues. Leur tâche, évaluer l'intérêt des vestiges, le cas échéant fouiller le site et, suivant son importance, proposer aux autorités sa protection totale, ce qui entraîne alors l'annulation ou le déplacement du projet de construction.
de quand datent les objets découverts? C'est là une question cruciale que doivent résoudre les archéologues. Certains objets préhistoriques, comme des lames de silex, ont pu être taillés de manière presque identique durant des millénaires. Et pourtant, dans bien des cas, on va pouvoir les dater précisément. Juin 2020. Au parc de la Grange, à Genève, il est prévu de rénover le Jardin des Roses. Grâce à des découvertes précédentes, on sait que dans cette zone se trouvent les restes d'un village littoral. Des archéologues sont donc mandatés pour faire des sondages dans la partie touchée par les travaux. La rive actuelle du Léman en est éloignée d'une centaine de mètres, mais à plusieurs reprises, le niveau du lac est monté, ce qui a submergé les habitats et a permis la conservation des vestiges. La pelle mécanique enlève la couche supérieure, constituée de terre végétale. Juste au-dessous, elle dégage une épaisseur d'environ 1 mètre de sable et de gravier déposé par le lac. Cet amoncellement a contribué à la protection de la couche archéologique située au-dessous. À ce niveau, apparaissent des objets que les archéologues vont situer au néolithique final. Mais c'est la découverte de pilotis, quelques mètres plus loin, qui va permettre de dater une habitation avec une précision époustouflante. La fine couche archéologique repose sur une grande épaisseur d'argile formée lors de la fonte glaciaire. Les pilotis y ont été enfoncés. En dégageant cette terre humide de l'un d'eux, les chercheurs découvrent un remarquable état de conservation. On distingue encore les coups de hache en pierre qui ont affiné la pointe, vaguelettes marquées le long du bois. Quelques rondelles sont envoyées au laboratoire de dendrochronologie et c'est là que tout va se jouer pour une datation exacte. Les arbres continuent de croître en hauteur et en épaisseur durant toute leur vie. Chaque année, ils produisent un cerne de croissance. Les 82 cernes du pilotis envoyés au laboratoire indiquent donc que l'arbre avait 82 ans au moment de l'abattage. Mais quand est-ce qu'il a été coupé? Pour le savoir, le dendrochronologue va d'abord mesurer les distances entre ces anneaux. Elles varient toutes d'une année à l'autre. Si le climat a été favorable en chaleur et en humidité, la croissance de l'arbre sera grande, ce qui s'observera par une largeur plus importante du cerne cette année-là. En traçant toutes ces variations annuelles sous forme graphique, on obtient une courbe de croissance. Il va falloir maintenant la situer dans le temps. En comparant des milliers de bois en Suisse occidentale, on a pu créer une base de données de la situation climatique moyenne de chacune des 10 000 dernières années. Si l'on superpose la séquence de croissance de l'arbre analysée à la courbe de référence régionale, on obtient la date précise de l'abattage. Ainsi, le pilotis trouvé à Genève provient d'un chêne abattu en 2948 avant notre ère. Les pilotis étant plantés peu après la coupe, on connaît dès lors précisément la date de construction d'une maison. À cette époque, des échanges commerciaux existaient déjà avec des populations établies bien au-delà des Alpes. On traversait des cols de haute altitude pour rejoindre d'autres plaines. Comment est-ce qu'on pouvait s'orienter en l'absence de carte? Est-ce que les sentiers étaient marqués par des repères? On l'ignore encore, mais ce qui est sûr, c'est que ces passages étaient fréquentés et qu'ils ont laissé des traces tangibles. Ce couteau de silex a été trouvé près d'un glacier en Valais. C'est sur l'un de ces hauts cols, à 3200 mètres d'altitude, qu'a été faite en 1991 une découverte archéologique d'une importance capitale. Le corps et tout l'équipement d'un homme
ayant vécu il y a environ 5300 ans. On le surnomme Ötzi, en référence aux Alpes de l'Ötztal, où il a été retrouvé à la frontière entre l'Autriche et l'Italie sur un glacier lors de la fonte estivale. Il est le seul homme de l'époque néolithique dont le corps ait été conservé et retrouvé sur le sol européen. De plus, et c'est ce qui fournit des informations sans précédent, ses organes nous sont parvenus, estomac, cerveau et même quelques gouttes de son sang. On sait notamment que cet homme a mangé de la viande de bouquetin à peine 2 heures avant de mourir et qu'il était allergique au lait. Une reconstitution, probablement assez fidèle, nous permet de voir cet homme de 47 ans, barbu, armé de son arc et de flèches. La découverte a permis de confirmer des hypothèses émises de longue date par les archéologues. On imaginait bien que les hommes du néolithique ou de l'âge du bronze devaient utiliser du cuir et pas seulement des tissus en fibres végétales pour s'habiller, mais on n'en avait pas la preuve. Ötzi en était bel et bien vêtu. Ses pantalons, de même que son slip, étaient en peau de chèvre. Ses chaussures, elles aussi de cuir, témoignent d'une fabrication ingénieuse. Tenues par un jeu de cordelettes, elles étaient fourrées d'herbes sèches, maintenant le pied bien au chaud, même sur la neige, ainsi que des chercheurs ont pu l'expérimenter. Autre objet dans un état de conservation prodigieux, le bonnet d'Ötzi, en peau d'ours. Au fond des lacs, si de nombreuses matières organiques ont pu se conserver durant des millénaires, en revanche, toute trace de cuir a disparu, parce que très vite, il est attaqué par les animaux aquatiques et les bactéries. En revanche, lors d'une congélation rapide, comme ce qui a dû se passer sur le glacier immédiatement après la mort d'Ötzi, la matière peut être préservée durablement. Son carquois a été fait en peau de cervidé, probablement de chevreuil. La lame en cuivre de sa hache était fixée à un manche dont la ligature est intacte. Comme l'est celle qui maintient encore la lame de son couteau. La multitude d'objets qui nous sont parvenus fournit de précieux renseignements sur les modes de vie des habitants d'alors, mais leurs croyances, leurs valeurs, ainsi que leur structure sociale nous sont quasiment inconnus. En Allemagne, pourtant, une découverte extraordinaire faite au lac de Constance va apporter quelques éléments de réponse à ces énigmes. On sait à quel point les décorations murales, à l'intérieur d'une maison, peuvent être des indicateurs de goût, d'attachement et de croyance. Mais les murs des habitations palafitiques, faits de torchis, se sont dissous dans l'eau et n'avaient donc jamais pu être observés. Or, à Ludwigshafen, en Allemagne, une de ces maisons, en brûlant, a étonnamment favorisé sa préservation, car les débris de ces murs, devenant de la terre cuite, se sont conservés. Ça a été une découverte étonnante. En hiver 1990, alors que les eaux du lac de Constance étaient très basses, 3 écoliers ont trouvé des vestiges néolithiques dans les eaux peu profondes à la plage de Ludwigshafen. Et là, il y avait aussi des fragments d'une paroi de maison incendiée recouverte de peinture. Pour nous, c'était le point de départ de recherches archéologiques détaillées. Et très vite, nous avons vu des seins féminins complets avec des restes de peinture. Ils appartenaient à un grand ensemble de décors sur la paroi intérieure d'une maison palafitique incendiée. L'analyse dendrochronologique a établi que la maison avait été construite vers l'an 3860 avant notre ère. 2000 fragments de la paroi ont été retrouvés. En assemblant ces pièces du puzzle,
on a pu démontrer qu'il s'agissait bien d'une fresque réalisée sur un mur intérieur de l'habitation. Les peintures sont organisées en fonction des paires de seins. Tout le rythme du mur a été prédéterminé dès le départ. Ce n'est pas un bricolage, c'est un concept qui est ici mis en œuvre de manière très réfléchie. Suite à un long travail de regroupement des pièces et d'analyse, il a été possible de reproduire, grandeur nature, les représentations féminines. La fresque suggère le rôle important que devaient jouer des femmes dans ce village du lac de Constance. Leurs têtes forment un soleil. Elles étaient peut-être des chefs de famille ou de clan. Entre deux représentations féminines apparaît un motif arboriforme, une généalogie de mère en fille, estime le préhistorien Helmut Schlichterle. Ces dessins en forme d'arbre sont constitués de représentations anthropomorphes superposées, constituant une ligne comme un arbre généalogique. Cette interprétation permet de comprendre l'ensemble des peintures. On n'a jamais retrouvé de tombe au sein d'un village littoral, et pour cause. On ne déposait pas les morts dans des zones pouvant être inondées. C'est dans des terrains secs que les cimetières étaient aménagés sur les premières terrasses au-dessus des lacs. Les défunts étaient souvent inhumés à plusieurs, entre 4 dalles surmontées d'une pierre de couverture. Certains étaient accompagnés de parures. Dans cette tombe du néolithique moyen, provenant de Corzo, près de Vevey, un pectoral est constitué de 31 plaquettes taillées dans des défenses de sanglier cousues sur un vêtement. Il semble indiquer un rang social élevé. À la même époque, on voit apparaître des alignements de menhirs, mystérieux éléments de liaison ou de délimitation. À Yverdon, ces pierres dressées à proximité du lac évoquent des représentations humaines stylisées, vraisemblablement liées à des rites funéraires. Durant de nombreux siècles, ces sites mégalithiques ont été fréquentés et réinvestis par des populations successives qui semblent les avoir associés à des pratiques religieuses. La grande stèle de Bevey, sur la rive nord du lac de Neuchâtel, dévoile une effigie étrange, silhouette humaine que l'on dirait confondue entre songe et réalité. À Sion, les stèles anthropomorphes comportent des bras, des armes, des spirales, des ornements, des motifs dont la signification symbolique nous échappe, mais qui étaient alors bien connus, même au-delà des Alpes. C'est le cas de ce poignard de style Remedello, en référence à un site funéraire de la plaine du Pô, où l'on a découvert dans des tombes des armes de ce type. Ces liens de parenté culturelle, on les retrouve sur les stèles néolithiques au nord du lac de Garde. Les représentations masculines ont des attributs de guerriers. Les femmes, coiffées de bandeaux et parées de larges boucles d'oreilles, exposent le relief de leurs seins. Ornements, outils ou armes, les objets gravés sur ces corps ont des lignes précises, tandis que les visages, eux, s'échappent, esquisses voulues, qui accentuent leur caractère mystérieux. Silhouette de défunts, peut-être, ou d'esprits venus d'un au-delà.
1000 ans se sont écoulés entre ces stèles et la fabrication de ce poignard trouvé à Lausanne dans une tombe proche du lac. À première vue, il n'est guère différent des armes de cuivre néolithiques, mais sa lame est en bronze, un alliage de cuivre et d'étain plus dur que le cuivre seul. Ce nouveau métal permet la fabrication d'outils plus efficaces, plus tranchants, et entraîne l'humanité dans une nouvelle révolution, l'âge du bronze. Nous sommes aux environs de 2200 avant notre ère, quand commence la période du bronze dans les régions alpines. Sur le site palaffitique de Lucone, au nord de l'Italie, les archéologues dégagent des objets dispersés entre les pilotis d'un village du bronze ancien. Il a été occupé durant 70 ans et offre une richesse archéologique exceptionnelle. C'est parmi les objets enfouis à Lucone que les archéologues ont mis la main sur des pièces d'un immense intérêt culturel. Des tablettes d'argile où sont tracés des symboles, les plus anciennes traces d'une ébauche d'écriture en Europe. On les a appelées les tablettes énigmatiques. Lucone di Polpenazze è il sito che ha restituito il maggior numero di tavolette enigmatiche dell'Italia. Lucone di Polpenazze est le site qui a livré le plus grand nombre de tablettes énigmatiques du nord de l'Italie. Elles sont déjà très particulières, en terre cuite et en grande partie avec des gravures et des impressions. Ce sont des objets qui se trouvent ici fréquemment brisés en deux. Très souvent, il y a des objets avec les mêmes symboles découverts à des centaines de kilomètres de distance. C'est donc un objet qui voyage, et l'idée que nous avons est que cela pourrait être une sorte de reçu qui accompagne le commerce des matériaux d'un certain prix, comme par exemple le métal. On les trouve tout au long des chemins qui relient les sites palaffitiques, mais on les trouve également en Europe centrale et dans la région du Danube. Ces tablettes énigmatiques, utilisées il y a environ 4000 ans en Europe, à l'âge du bronze ancien, présentent des ressemblances avec celles produites déjà longtemps auparavant au Proche-Orient. Celle-ci, par exemple, a plus de 5000 ans et provient de Mésopotamie, en Irak actuel. Quand on voit les tablettes énigmatiques, on pense évidemment aux tablettes de Mésopotamie, objets qui servaient justement à des fins d'archivage, à stocker dans des entrepôts des denrées alimentaires et qui avaient cette fonction de contrôle. Et c'est ce qui a conduit à la naissance de l'écriture. En Europe continentale, c'est probablement l'absence d'un État centralisé qui n'a pas permis d'atteindre cette dernière partie de l'évolution. Invention majeure, la roue est, elle aussi, d'abord apparue au Proche-Orient. En Europe, les plus anciennes retrouvées datent d'environ 4700 ans. Mieux que les rondins de bois sur lesquels on pouvait faire rouler des charges lourdes, comme des pierres, les roues, fixées à un axe, facilitent les déplacements d'objets volumineux vers un lieu précis. Sur les sites des palaffites, les roues découvertes ont dû servir uniquement à des transports de courte distance, de la forêt au village ou entre des champs. À l'époque du bronze final, certains vestiges de chariots témoignent de développements astucieux, comme l'a constaté l'archéologue Pierre Corboux, qui a découvert cette roue carbonisée, vieille d'environ 3000 ans, lors d'une fouille au lac de Neuchâtel. Ici, nous sommes sur le site de Corcelette-les-Violes, où en 1987 a eu lieu une prospection archéologique sur la station de l'âge du bronze final. Pendant que j'étais en train de repérer des pilotis dans le lac, pour les prélever et les analyser, à quelques mètres derrière moi, tout à coup, j'ai remarqué un pilotis qui avait un trou au milieu. Et dans ma carrière, je n'ai jamais vu de pilotis avec un trou au milieu. J'ai donc décidé de le dégager tout autour. Et sous ce pilotis, qui était en fait un moyeu, j'ai trouvé une roue
une roue carbonisée, mais quasiment archéologiquement complète. Par la suite, cette roue a été bien sûr prélevée, elle a été conservée au musée de Lausanne, et on a décidé d'en faire une copie, d'en faire une reconstitution, de manière à montrer véritablement toute la complexité de cet objet. L'élément le plus intéressant de cet objet, c'est la pièce qui va aller au centre de la couronne. En fait, c'est une sorte de prémisse des roulements à billes, et cela permet d'avoir un système qui évite de devoir jeter la roue quand elle sera inutilisable et trop usée, simplement en mettant un moyeu central en deux parties qui va s'user autour de l'axe. Une fois que ce moyeu sera usé, on pourra le remplacer, et donc ainsi la roue sera toujours utilisable, sera toujours fonctionnelle. Un autre élément qui est intéressant, c'est les lunules qui se trouvent ici de part et d'autre, et donc pendant longtemps on s'est demandé quelle était la fonction. Ça permet de communiser du poids, mais c'est négligeable. En fait, ces deux lunules servaient de poignée pour désembourber la roue quand elle était engagée dans le terrain et qu'on avait de la peine à la sortir. Un autre avantage de ces lunules, c'est de pouvoir transporter la roue, dans la mesure où c'est une sorte de poignée qui permet de la porter de manière facile avec une main. En fait, c'est vraiment un objet qui est d'une technologie extraordinaire et qui nous permet véritablement de voir à quel point les artisans menuisiers de l'âge du bronze final étaient habiles et inventifs. Les orfèvres du bronze final, eux aussi, marquent leur époque par des objets finement travaillés. Des épingles, souvent de grande taille, sont alors très répandues, à la fois fonctionnelles, permettant la fermeture d'un habit, et esthétiques. On en a beaucoup retrouvé sur les sites des palafites, dans un excellent état de conservation qui permet d'admirer le raffinement de ces bijoux en bronze. Les tiges et les têtes sont richement décorées jusque dans les parties peu visibles. C'est à cette période du bronze final que les villages sur pilotis autour de l'arc alpin vont être brusquement abandonnés, après 4 millénaires presque sans interruption de ce mode d'habitat. Vers 850 avant notre ère, un refroidissement climatique en Europe, accompagné de pluie, crée une montée générale du niveau des lacs, diminuant considérablement la surface des plages et empêchant dès lors l'établissement de sites littoraux. Tout laisse à penser que les lacustres se sont simplement déplacés à l'intérieur des terres et se sont peu à peu mélangés aux divers courants de migration qui se sont succédés, celtes, puis romains, puis germains. Les habitants des villages sur pilotis comptent donc, avec beaucoup d'autres, parmi nos ancêtres directs. Les lacs de l'arc alpin n'ont depuis lors jamais subi de baisse suffisamment importante pour que renaissent des habitations de ce type. Plus d'1 millier de sites palafitiques ont été identifiés autour des Alpes. 111 des plus représentatifs ont été inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité en 2011. Nous sommes ici en Autriche, sur la rive ouest du lac Attersee, au nord des Alpes. Et derrière moi se trouvent 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, recouverts par les eaux. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO nous a offert de nouvelles perspectives. Mais il nous oblige aussi à traiter intensivement ce bien culturel sous lacustre, et ceci dans une vision à long terme. Nous sommes engagés à protéger ces sites du patrimoine mondial, et pas seulement pour le présent, mais effectivement pour toujours. Le plus grand défi, c'est que nos sites sont sous les eaux et ne peuvent pas être vus par le public. Donc, il est difficile de prendre conscience de cet extraordinaire patrimoine culturel. Et nous devons trouver de nouvelles manières de le protéger et de le faire connaître.
Suivant les lacs, il y a aussi différents défis, différentes menaces pour les sites du patrimoine mondial. Dans certains, comme ici au lac Attersee, la couverture des couches archéologiques est très bonne, mais le trafic des bateaux de transport et de plaisance constitue un danger potentiel auquel nous devons faire face. Inscrits à l'UNESCO, les sites ne peuvent plus être détruits par des chantiers, ni même être fouillés. Cette protection implique une surveillance régulière, car outre les nuisances amenées par les activités humaines, l'érosion naturelle, en particulier due aux violentes tempêtes, constitue une menace. À long terme, de futures techniques de sauvegarde devraient pouvoir apporter des solutions durables à ces défis. Et bien que l'on ne puisse pas visiter les sites immergés, on peut espérer que les progrès scientifiques permettront un jour d'explorer un fond lacustre en profondeur sans avoir à le toucher. À la différence de vestiges archéologiques terrestres, maintes fois restaurés, les palafites, eux, sont préservés dans leur totale authenticité et ont encore de nombreuses surprises à nous révéler.